faudrait être complètement aveugle, ignare ou stupide aujourd'hui pour ne pas voir que le monde est en train de changer, pour ne pas voir que dans les pays développés, nous avons une radicalisation qui devient de plus en plus forte, que ce soit une radicalisation vers le communisme ou une radicalisation vers l'extrême droite. C'est quelque chose qui est de plus en plus fort. Nous avons également de plus en plus de guerres qui ont lieu. On a eu l'Ukraine, on a aussi les conflits qu'on peut trouver autour de l'Israël. Donc il faut faire très attention. Nous pouvons voir également que nous avons des puissances économiques qui semblent émerger et une sorte de nouvel ordre mondial qui semble se profiler. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons parler de la dernière interview qu'a fait Ray Dalio, le fondateur du plus grand fonds d'investissement du monde, probablement un des hommes les plus successful, qui a écrit d'excellents livres. Nous allons nous plonger là-dedans pour comprendre la vision qu'il a et surtout comment il va nous conseiller de gérer notre argent dans ces périodes de troubles, dans ces périodes d'incertitude et dans ces périodes de pivot économique. On aura très probablement dans 10 ans un monde totalement différent de ce qu'on a aujourd'hui, donc il vaut mieux être préparé pour ça. Donc restez bien attentifs pendant cette vidéo parce que vous allez voir absolument tout ce qu'il faut pour vous protéger de ce monde qui est en train de changer. Le premier point sur lequel Ray Dalio met l'accent, c'est sur la situation économique interne au pays. Donc lui, il parle des États-Unis, mais on voit globalement la même chose aujourd'hui en France. See where you are. Is the country earning more than it's spending and building savings, or is it spending more than it is earning and creating debt? Because one man's debts are another man's assets. Aujourd'hui, si on est concret, si on regarde les chiffres, la balance de l'État est négative. Les gens apportent beaucoup d'importance à avoir une balance individuelle positive, c'est-à-dire à pas avoir trop de dettes, à gagner plus que ce qu'on va dépenser. Mais maintenant, quand ils se mettent sur l'État, c'est tolérable, c'est OK que l'État soit en déficit, c'est OK que l'État ait une dette qui soit bien trop supérieure à ce qu'il gagne et que l'État soit en train de perdre et creuser le déficit année après année sous prétexte que le gouvernement, l'État ne meurt pas et que l'État dans 200, 300 ans, il sera toujours en train de payer sa dette, alors que nous, dans 200 ou 300 ans, on sera mort. Et cela, ça crée des problèmes pour un pays. Aujourd'hui, la majorité des guerres ou des effondrements civilisationnels qui ont eu lieu, c'était dû à une dette qui était bien trop grande, à une dette qui était mal gérée. Souvenez-vous, pour les Français, la Révolution française, bien, le gouvernement était vraiment beaucoup trop endetté et il ne gagnait plus assez. Ce qui faisait qu'ils ne gagnaient plus assez, ils ont dû augmenter les impôts, ce qui a créé au bout d'un moment un ras-le-bol total parce qu'on avait l'impression que le gouvernement nous prenait toujours plus d'argent, mais qu'il y avait aucun changement qui était fait, qu'il n'y avait rien, aucune amélioration, que rien n'était bien alors qu'il nous prenait toujours plus d'argent. Et bien ça, c'est dû à l'endettement et c'est ça qui cause des problèmes d'endettement trop élevés comme nous sommes en train de le vivre en France ou aux États-Unis. Il faut bien comprendre une chose, un concept dedans, c'est que les passifs d'une personne sont les actifs d'une autre. Donc la dette d'un pays, c'est l'actif d'un autre pays, d'une autre personne, parce qu'il y a quelqu'un qui a prêté cet argent. Donc maintenant, quand ce sont des gouvernements, des puissances mondiales qui possèdent votre dette, la dette américaine est beaucoup procédée par la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, etc. Donc c'est des grosses puissances, hein. On parle pas de petits pays que tout le monde s'en fout. Non, on est sur des grosses puissances. Maintenant, je vous demande d'imaginer une chose. Imaginez la tête que vous faites quand votre ami vous doit 100 balles et que vous n'arrivez pas à le faire rembourser. Ok? Donc quand je dis votre ami, votre connaissance, peu importe. Il vous doit 100 balles, 1000 balles, 5000 balles. Vous avez saisi l'idée. Ok? Comment vous essayez coûte que coûte d'avoir cet argent. Maintenant, imaginez quand, au lieu d'avoir 100 balles, c'est plusieurs milliers de milliards de dollars, que ce soit des pays en plus de ça qui sont compétiteurs, c'est-à-dire des pays qui veulent prendre votre place, des pays qui veulent être plus puissants que vous, des pays qui veulent avoir de meilleurs partenariats commerciaux que vous, à qui vous devez de l'argent. Vous pouvez vous rendre compte d'une chose, c'est que ça met une pression qui est quand même pas mal et c'est quelque chose qui leur donne beaucoup de pouvoir sur vous. Et donc ce problème de dette, souvent, il va entraîner en plus de ça des problèmes internes au sein du pays, donc ce qu'on va appeler des séparations au sein du pays. Populists appeal to their crowd by saying, I am fighting for you. And they will fight each other. And that fight can be at the threat of the system. So in history, for example, we saw 4 democracies in the 1930s choose to become dictatorships as one side fights to the other because they become so disorderly. And we have a system right now that you could see that it is possible in elections that one side neither side might accept losing. Aujourd'hui, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous voyez ces gros lards avec des cheveux bleus, des cheveux verts dans la rue, qui gueulent et qui racontent n'importe quoi, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas avoir une conversation avec eux. C'est-à-dire, c'est OK, ils ont une vision différente du monde, ils ont une perspective différente, mais ils ne peuvent pas l'exprimer calmement. Tout comme vous, potentiellement que quand vous êtes confronté à ce genre de personnes, c'est très difficile d'avoir une conversation, de parler d'idéaux qui sont différents. Non, c'est souvent une confrontation. Et ça, c'est quelque chose qui se produit de plus en plus dans le pays. C'est quelque chose qui ne se produit
pas uniquement avec ce type de personnes, je vous parle de celui-là parce que c'est celui qui est le plus frappant et c'est celui qui fait le plus parler. Mais quand ce soit en termes de politique, on a de plus en plus des personnes qui sont soit d'extrême droite, soit complètement communistes. On a très peu de personnes qui se trouvent entre les deux, ou du moins, les personnes rationnelles, les personnes qui sont tempérées dans leurs propos, qui se trouvent entre les deux, eh bien, elles ne sont pas des porte-parole du peuple, on ne les voit pas, on ne les entend pas, on a l'impression qu'elles n'existent pas. C'est potentiellement une majorité, mais visiblement une majorité silencieuse, parce que ce sont des personnes qui sont calmes chez elles, qui ne font pas de vagues, qui ne font pas de bruit. Les seules personnes que l'on entend, que l'on voit, ce sont des personnes qui sont radicales, que ce soit d'un côté, de l'autre. Et être radical, c'est rarement quelque chose de bien, parce que quand on est radical, on rentre facilement dans l'émotionnel, et quand on est dans l'émotionnel, il y a très peu de décisions rationnelles qui sont prises. Et ça, c'est dangereux, que ce soit pour la productivité d'un pays, parce que si aujourd'hui, dans un espace de travail, tout le monde est en train de se chamailler sur des choses mais qui n'ont rien à voir avec le travail en lui-même, ça nuit à la productivité de l'entreprise, à la productivité du pays. Ça va nuire également à la sécurité du pays. Ça va nuire à plein de choses qui font qu'on se sentira moins à l'aise de vivre dans un pays et que ce pays aura moins de chances de continuer de se développer parce que sa population sera stressée, sa population sera frustrée et ne sera pas bien dans ses baskets. Et le problème avec ça, c'est que la mentalité des personnes ici, ça va être de absolument rallier des gens à sa cause. C'est-à-dire, je suis d'extrême droite, je veux absolument rallier les personnes à ma cause. Je suis d'extrême gauche, je suis absolument rallier des personnes à ma cause. Et donc, ça fait qu'on rentre sur des débats qui sont quasiment futiles. Ça fait pas avancer le pays. Et quand on a ces problèmes, quand on a cette division qui se crée, en plus de ça, une dette, ce qui se passe, qu'on a vu juste avant, la Révolution française, ça pète et il y a des têtes qui tombent. Ce n'est pas la chose qui s'est passée uniquement en France. Je prends la Révolution française parce que vous êtes français, mais la Révolution russe, c'était plus ou moins la même chose. La Révolution chinoise, c'était plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que les êtres humains fonctionnent globalement tous à peu près de la même manière. Et quand on a ces événements qui se passent, souvent, ça finit rarement bien. Maintenant, quand on cumule ça avec, en plus de ça, la montée en puissance d'ennemis jurés, entre guillemets, de nouveaux pays comme la Chine et la Russie, ça fait un cocktail qui devient de plus en plus explosif. And the third force is the rise of a great power, the geopolitical force that's going on, that we're seeing today with China and Russia and so on, and how that's changing. Because when the power of a country diminishes, okay, when we get weaker financially or how we are with each other and so on, there are greater vulnerabilities. And there's always the competitive power that learns how to become stronger. Il faut comprendre ici, ce que veut souligner Ray Dalio là-dedans, c'est que il faut comprendre qu'il y a des pays qui vont grandir grâce aux crises des autres. C'est-à-dire que le malheur des uns va faire le bonheur des autres. Et si vous n'êtes pas capable de voir ça, vous ne serez pas capable d'investir correctement, vous ne serez pas capable de placer vos billes là où il faut, et vous ne serez pas capable de vous protéger pour tirer profit de toute cette situation. Il faut bien comprendre qu'on est très souvent centré sur son propre pays. Et c'est pas parce que ça va mal en France, que ça va mal en Europe ou que ça va mal aux États-Unis, que ça va mal partout dans le monde. Il y a des pays où aujourd'hui, il y a une belle croissance économique, où la population est saine, la population est heureuse, la population avance et le pays est productif. Donc il faut bien comprendre ça, il faut ouvrir son esprit. C'est le problème aussi de beaucoup de Français qui ne voyagent pas beaucoup. Si vous voyagez, vous vous rendrez compte que il y a beaucoup mieux de la France. Il y a vraiment beaucoup mieux que la France. Alors oui, la France, il y a des très belles choses, très bien, mais vous vous rendez compte qu'en fait, sortir de la France, d'un coup, on n'arrive pas dans le tiers-monde. Et que même les pays qu'on imagine être des pays du tiers-monde, parce que c'est ce qu'on nous a appris au lycée, au collège, en histoire, etc., ou dans les médias, et que finalement, on vit beaucoup mieux dans ces pays, qu'on est beaucoup plus en sécurité dans ces pays qu'ailleurs. Moi, je le vois quand je me suis expatrié au Panama, je voyais la gueule des gens autour de moi, ils me disaient, mais c'est pas un peu dangereux avec la drogue, etc., qu'il y a tout ça, c'est à côté de la Colombie, blablabla, blablabla. Et là, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en sécurité en marchant dans les rues de Panama qu'en marchant dans les rues de Paris, de France, etc. C'est beaucoup plus tranquille, personne ne t'emmerde, tu peux te balader avec une Rolex au poignet, tu peux avoir une voiture, une Porsche, une Ferrari, et ne pas risquer de te la faire rayer, ne pas risquer de te la faire casser ou quoi que ce soit, parce que les gens auront la haine ou tout ça. Non, là-bas, les gens sont tranquilles, personne ne t'emmerde. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient. La France n'est plus un pays aussi sûr que ce qu'on imagine, et il y a des pays qui sont beaucoup plus sûrs actuellement. Alors maintenant, Ray Dalio va aussi nous partager comment est-ce qu'on peut se protéger par rapport à toute cette situation. Ça fait peur, hein, le discours, il est pas agréable, il fait peur, mais forcément, il y a toujours des solutions. S'il n'y avait pas de solution, il n'y aurait pas de problème. Donc, quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place de ton côté à l'échelle de l'individu? La première chose, ça va être de faire attention à l'inflation. Il faut arrêter de penser en termes d'argent, mais il faut penser plutôt en termes de pouvoir d'achat. Il faut arrêter de penser, se dire, tiens, je vais accumuler des chiffres sur mon compte. Non, il faut penser à comment est-ce que je me protège de mon pouvoir d'achat, comment est-ce que je fais en sorte que mon pouvoir d'achat soit toujours croissant. C'est ça la question qui importe. C'est pas que mon compte en banque soit croissant, c'est que mon pouvoir d'achat soit croissant. Donc pour ça, il va falloir faire très attention aux actifs qui sont liés à un État ou à un gouvernement. On parle par exemple ici d'obligations, c'est le plus connu, ou alors les comptes à terme. Vous savez, quand vous avez du cash et que le compte vous rémunère 4, 5, 6% par an, en fonction des pays où là où vous le mettez, il
il faut faire attention à ça parce que ça vous couvre pas vraiment de l'inflation. Alors oui, c'est toujours mieux que de rien avoir et d'avoir du cash qui rapporte rien, mais faites bien attention à ça parce qu'avec tous ces changements, tous ces shifts qui sont en train de se passer dans le monde, ça peut être très piégeur. La deuxième chose qu'il veut mettre en avant, c'est de se diversifier géographiquement. And those are also the better places economically, because Gotcha. when people do leave, and they do that, those who leave are higher income and higher taxpayers. And as a result, there's more of a hollowing out. Il faut arrêter de penser que son pays est le meilleur, que son pays est le meilleur endroit pour mettre son argent. Il y a beaucoup de pays qui sont très solides et que c'est très intéressant de se diversifier géographiquement. Comme on l'a dit avant, des pays qui sont en décroissance vont permettre à d'autres pays d'être en croissance et d'émerger. Donc, être positionné sur ces pays qui peuvent émerger, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc, il faudrait commencer à investir, pas uniquement en France, pas uniquement aux États-Unis, mais à l'investir potentiellement en Chine. Alors, en Russie, ça va être compliqué avec les restrictions qu'il y a, mais investir dans des pays qui peuvent se développer, dans des pays qui ont déjà existé. Je me souviens quand j'étais allé à une conférence de fonds d'investissement aux États-Unis il y a 2 ans, il y avait Jim Rogers, l'ancien associé de George Soros, qui disait que si vous voulez investir dans des sous-évalués, visez des pays qui ont été des très grandes puissances il y a quelques années et qui aujourd'hui ne sont pas considérés comme de si grandes puissances, parce qu'avec les cycles, en général, ce genre de pays finira par remonter, que ce soit parce qu'il a une position géographique qui est intéressante, parce qu'il a une population qui est intéressante. Donc allez viser des entreprises qui sont capables d'être des grandes puissances, qui sont aujourd'hui visiblement dans une situation où c'est pas la grande puissance que ça a pu être. Donc, en général, vous pouvez trouver de belles opportunités là-dessus. Deuxième chose, cherchez à investir dans des pays où la balance économique est positive, c'est-à-dire dans des pays où il n'y a pas de déficit, c'est-à-dire où le PIB déjà premièrement est supérieur à la dette, c'est-à-dire qu'on a une dette par rapport au PIB qui est inférieure à 100%, mais même inférieure à 90% dans l'idéal, et qui sont dans des balances positives, c'est-à-dire qu'ils ne creusent pas leur déficit année après année. Aller sur des pays où on gagne plus que ce qu'on dépense, parce que si on gagne plus que ce qu'on dépense, potentiellement il y aura des meilleurs traités pour les taxes. Ce sera des pays qui ne sont pas obligés d'augmenter drastiquement leurs taxes pour pouvoir se couvrir. C'est des pays qui seront en général beaucoup plus attractifs et beaucoup plus intéressants pour développer des entreprises. Troisième point, c'est viser des pays où la population est capable de travailler entre elles sans qu'il y ait de guerre civile, où on n'est pas dans des trucs de combat de radicalité, où la population est encore rationnelle, où la population peut se parler tranquillement, où les gens sont agréables dans la rue, où vous êtes en sécurité, où vous n'avez pas peur de vous faire agresser à chaque coin de rue. C'est quelque chose de très important. Donc ces endroits où vous vous sentez en sécurité, c'est pas à considérer uniquement pour vos investissements. Ça peut être aussi à considérer pour vous, pour une expatriation, pour votre travail. Ça peut être peut-être plus intéressant pour vous. Si vous voyez que vous êtes bloqué dans certains pays, dans les pays où vous vivez actuellement, d'aller considérer d'autres pays qui sont beaucoup plus safe, parce que ces pays auront potentiellement une meilleure perspective de croissance que le pays dans lequel vous êtes. Et donc sur du moyen long terme, potentiellement que pour vos revenus, pour votre train de vie, pour tout ce qu'il y aura, ce sera mieux. Alors je sais que certains me disent oui, mais moi j'ai des enfants, l'école. Il faut savoir que déjà il y a des écoles françaises dans la grande majorité des pays et que l'école française n'est pas si exceptionnelle que ça par rapport à d'autres écoles. Vous pouvez trouver d'autres écoles qui leur apprendront potentiellement même beaucoup plus de choses que l'école française, qui leur permettront d'avoir une meilleure ouverture d'esprit. C'est quelque chose aussi à considérer. La raison logique, on va dire, derrière cette idée d'aller dans des pays où on est plutôt en sécurité, c'est pas uniquement pour éviter de crever, mais c'est que si on regarde ça à l'échelle d'une population, c'est premièrement une population qui n'est pas focalisée sur ne pas crever parce que je suis en danger, c'est une population qui pourrait être plus productive. Deuxième chose, c'est que si les gens ont une espérance de vie qui est plus longue, si les gens peuvent vivre plus longtemps, ça veut dire que les gens vont pouvoir payer des impôts plus longtemps, ils vont pouvoir travailler plus longtemps, ce qui fait que le pays conservera une balance positive pendant plus longtemps et qu'il y aura une potentiel de croissance qui sera supérieure à un pays où les gens meurent plus tôt, où les gens ont peur de se faire agresser, etc. Donc c'est purement rationnel, disons, de se dire que viser ce genre de pays, c'est plus intéressant pour votre argent et pour votre futur. Le dernier point, c'est Ray Dalio qui va nous donner son avis sur la crypto-monnaie. On entend souvent parler de cette crypto pour se protéger justement des gouvernements grâce à cette décentralisation. On crypto. I think that too much people pay too much attention to one at the extreme of the other. You know, that either somebody's all crypto, or they're all gold, or they're all something. And I believe that that's a challenge. Alors pour lui, être trop concentré sur la crypto, c'est quelque chose qui est mauvais. Il ne faut pas rentrer dans le être full crypto, etc. C'est intéressant d'en avoir, il le dit, ok, c'est bien d'en avoir dans son portefeuille, d'avoir une petite partie, mais d'être trop concentré là-dessus, ça peut être très dangereux parce que les gens oublient à quel point ça peut être facile de réguler la crypto-monnaie pour un gouvernement, à quel point un gouvernement peut prendre le contrôle dessus. Les gens vivent dans ce monde un petit peu féerique où ils s'imaginent que la crypto c'est l'anarchie, c'est le peuple qui a le pouvoir, mais pas du tout. Le gouvernement peut très facilement prendre le
le contrôle dessus. Donc faites bien attention à ça et redescendez sur terre ceux qui pensent que le gouvernement ne peut pas avoir son mot à dire sur la crypto-monnaie. Donc pour conclure, on va refaire un bilan des points mis en avant par Ray Dalio. Première chose, gardez l'esprit ouvert. C'est très important, ayez l'esprit ouvert. Deuxième chose, arrêtez de penser que les puissances mondiales n'évoluent pas, que c'est quelque chose qui est figé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une puissance que demain ce sera toujours une aussi grande puissance mondiale. Troisième point, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc n'attendez pas que ce soit le chaos total et que ce soit la merde totale pour commencer à faire des actions. Prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne la médecine chinoise. Apparemment, en Chine, tu payes le médecin quand tu vas pour faire ta routine, pour savoir si tout va bien, etc. Et le jour où tu es malade, le médecin doit venir chez toi et tu ne payes pas parce que ça voudra dire qu'il n'aura pas fait son travail de prévention. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Quatrième chose, aujourd'hui, les marchés internationaux et notamment chinois sont à des prix très faibles. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'investir dans une entreprise de très bonne qualité à des prix très faibles et c'est aujourd'hui très facile. Avec un courtier comme Interactive Broker, vous pouvez investir dans quasiment tous les pays du monde très facilement. Donc profitez-en parce que c'est facile. C'est quelque chose qui est accessible vraiment à tout le monde. Alors bien sûr, ne faites pas all-in, ne soyez pas stupide. N'allez pas mettre tout votre argent en Chine ou je ne sais où. Répartissez tranquillement. Moi par exemple, aujourd'hui, mon portefeuille va représenter entre 10 et 15% de mes investissements seront faits en Chine et dans des pays comme ça qui sont développés, qui sont vraiment en développement entre guillemets. C'est déjà développé, mais dans ce genre de pays où on a une balance économique qui est positive. Et plus important encore, dernier point, investissez à long terme. N'essayez pas de faire des coups à court terme pour changer de vie ou je ne sais quoi. Investissez sur du long terme, investissez pour vraiment avoir déjà premièrement le potentiel de gain que vous méritez, parce que plus vous investissez à long terme, c'est prouvé, plus vous avez de chances de gagner. Et deuxième chose, surtout pour éviter de perdre bêtement et d'éviter de faire le yo-yo émotionnel, le yo-yo sur les marchés financiers, parce que c'est pas quelque chose qui est faisable à long terme. Donc investissez vraiment sur du long terme, c'est essentiel. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à lâcher un pouce bleu. Récupérez également en liste dans la description les entreprises sous-évaluées qui reversent un dividende et qui sont de bonne qualité. Et abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!